Je vous prie donc de bien vouloir accueillir avec l'enthousiasme qu'il mérite Anne Brauwels-Level, board member et administrateur du Club Med, Julia Turner, Digital and E-Commerce Director d'Estée Lauder, Jérémy Herman, Head of E-Commerce et Digital Marketing de Nespresso et Laurent Laforêt, Directeur Général de BIC. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va partager cette table et puis je vous propose de partager les micros qui sont devant vous. Je vais vous présenter avant qu'on puisse continuer à discuter pour que chacun puisse à nouveau rajouter des briques aux éléments dont je dispose. Anne, vous avez rejoint le Club Med en 2015. Vous arriviez alors des médias, puisque vous aviez rejoint en 2013 en tant que DGA Amaury Média. Vous étiez en charge du Parisien. Et avant cela, vous avez fait beaucoup de Full Six, d'agences, donc une petite quinzaine d'années au terme desquelles vous avez pris la direction générale du groupe Full Six. Tout à fait. Et vous avez croisé lors de ce parcours Julia, je crois. Et on se retrouve. Julia, vous avez 15 ans d'expérience dans le numérique, vous êtes un transfuge de L'Oréal, Luxury, passé par Chloé, Longchamp ou encore Clarins après avoir débuté en agence. Donc, où vous avez côtoyé Anne. Vous êtes à la tête du digital d'une petite poignée de marques, aussi variées qu'autour de cette table. Pour en citer quelques-unes, Mac, Bobbi Brown. Oui. Bonjour à tous. Juste effectivement, le groupe Estée Lauder est moins connu en France que certains autres. 14 milliards de dollars mondialement, effectivement. Des marques comme MAC Cosmetics, Clinique, Bobbi Brown, Too Faced, que vous connaissez, je pense, tous, encore que peut-être êtes-vous pas tout à fait dans la cible. Mais également Darphin. Effectivement, en France, on gère 25 marques. Voilà, certaines avec une existence physique, des boutiques en propre, d'autres pas. Donc avec, j'imagine aussi, des stratégies qui ne sont pas les mêmes pour toutes ces marques. Tout à fait. À vos côtés, Jérémy Herman. Bonjour. Alors vous, par contre, vous n'avez pas travaillé du tout en agence. Un peu comme Geoffroy, vous êtes un pur produit, mais Nespresso, cette fois. Origine contrôlée, traçabilité parfaite. J'arrête de filer cette métaphore douteuse. Vous êtes arrivé à l'époque où Nespresso n'était pas encore sur le e-commerce. Pas du tout. Je pense que j'ai pris ma première commande de café par téléphone il y a 18 ans, à quelques jours près. Donc effectivement, c'était une toute petite entreprise. On était 90 salariés, donc voilà, au tout début, et où justement la VAD faisait ses débuts chez Nespresso et sur le marché français. D'accord. Et le e-commerce a suivi. À vos côtés, Laurent Laforêt, bonjour. Vous avez également commencé dans la vente à distance. Il y a très longtemps. Pas du tout chez Nespresso. Non. Vous avez rapidement pris le tournant du digital en rejoignant l'un des premiers grands fournisseurs d'accès à Internet. Oui, qui s'appelait à l'époque Tiscali Liberty Search, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais qui s'est transmuté en Alice après. Et ensuite, vous avez participé à la transformation digitale de nombreuses grandes entreprises, BNP Paribas ou L'Oréal, où vous étiez CDO, et vous croisez d'ailleurs Julia. Voilà. Luxe, petit monde. Depuis 2016, vous êtes DG de BIC. Vous avez été recruté par le groupe pour importer en France un modèle, celui de la vente par l'abonnement, et qui était à l'époque déployé avec succès outre-Atlantique. Alors déjà, je ne suis pas le DG de BIC, je suis le DG d'une entité de BIC. Je réduis bientôt, un peu mon rôle. Bientôt. Bien sûr, merci. Donc il s'appelle le BIC Chef Club. Alors BIC, bon, vous nous connaissez, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est 3 grandes catégories, une très très forte notoriété. Et alors, pourquoi on s'est intéressé à développer des choses sur Internet et des ventes directes en partie sur Internet? Certains ont abordé le problème du panier moyen. Quand vous prenez un 4 couleurs, ça vaut 2,50 € à peu près. Donc vous imaginez bien qu'on a un petit sujet si on veut les vendre massivement sur Internet. Alors, on s'y intéressait, on a été un peu poussé par ce qui se passait aux États-Unis avec des acteurs qui ont vraiment révolutionné la vente d'un produit de type rasoir, puisque environ aux États-Unis, 16% du marché a basculé sur Internet, sur le marché du rasoir. 16% 16% du marché, oui. Et on considère que la partie abonnement représenterait à peu près 14%. Donc ça, c'est une des grandes raisons qui nous a poussé à agir et à essayer de reproduire ce modèle en Europe. Et puis, il y a des modèles un petit peu plus larges, des problèmes qui sont plus larges, qui
qui sont, vous savez, l'un des mottos de BIC, c'est « A big seen is a big sold ». Et la problématique qu'on a, si moins de consommateurs vont dans la distribution traditionnelle, nos produits auront un peu plus de difficultés à être vendus. D'où la nécessité de développer des activités de vente directe et surtout tester des nouveaux concepts. Alors, Big Chef Club, pour nous, c'était aussi un moyen de tester un nouveau marché et de ne absolument pas se mettre en concurrence de ce que nous pouvons faire par ailleurs. Bon, nous sommes leaders de ce qu'on appelle de disposables sur les rasoirs. Nous ne sommes pas présents sur le marché du rechargeable, les systèmes. Nous n'étions pas présents. Et en fait, avec le Big Chef Club, nous avions une opportunité de pénétrer un nouveau marché sans absolument pas concurrencer nos autres canaux de distribution et nos partenaires. Points de friction. Exactement, et nos partenaires. Et puis, le deuxième élément, c'était s'insérer dans l'abonnement, donc développer un concept d'abonnement rasage pour résoudre le problème. Alors, si on est du côté de l'industriel, résoudre le problème du panier moyen, et donc avoir un panier moyen relativement élevé pour nous permettre d'amortir nos cost per acquisition. Et puis, si on est du côté du consommateur, lui offrir une solution, et on a bien vu l'évolution des acteurs et la nôtre aussi, qui est d'offrir une solution de plus en plus globale, du rasoir à un ensemble de produits qui vont répondre au sujet du grooming en général pour le consommateur. En préparant cet échange, j'ai noté que vous aviez 4 règles qui étaient extrêmement écrites dans votre esprit, qui sont les suivantes. Petit 1, ne pas créer de problème avec le réseau physique. Petit 2, communiquer, en particulier avec des offres un peu différentes potentiellement. Petit 3, maîtriser le e-commerce, cost par acquisition, le turn, etc. Petit 4, travailler le sujet du panier moyen avec une solution un peu globale. J'ai envie de me tourner vers les autres participants et invités de cette table ronde pour voir si ces 4 règles sont les mêmes pour tous et si en fonction des spécificités de vos domaines d'expertise, il y en a d'autres qui sont au-dessus de ces 4-là. Quelqu'un a-t-il envie de s'emparer du micro ? Alors nous, le premier que j'ai entendu, c'était effectivement pas créer de soucis avec le réseau de distribution classique. Nous, pour le coup, on a commencé effectivement en VAD et on est les seuls distributeurs, donc on avait des problèmes avec nous-mêmes. Donc c'était pas très compliqué, puisqu'on a commencé principalement au téléphone, on a ouvert un site e-commerce extrêmement rapidement. Et par accident, finalement, on suivait les boutiques parce que c'était pas du tout dans le modèle de distribution de Nespresso, qui était simplement en VAD, fax, papier, téléphone et un petit peu Internet. Et on a développé des boutiques à force que les clients finalement viennent chercher du café dans nos bureaux. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert la première boutique Nespresso rue de Prony, pour ceux qui l'ont connu. Et aujourd'hui, nous, on a toujours eu cette logique finalement assez omnicanal. Et en fait, on n'a pas d'objectif de vente particulier entre les différents canaux. Aujourd'hui, si jamais je transfère une partie de mon volume vers les boutiques, c'est toujours aujourd'hui une expérience Nespresso et un volume de vente Nespresso. Donc il n'y a pas de souci. À l'inverse, presque pour vous, de ce qui se passe aujourd'hui quand certaines marques créent leur site de e-commerce, ou c'est un part de ce sujet, quel impact l'ouverture des magasins a eu sur les ventes en e-commerce ? Alors déjà, ça apporte de la visibilité pour la marque. Parce qu'aujourd'hui, une marque qui est que en VAD, alors il y a les pure players qui fonctionnent très bien. Maintenant, pour une marque comme Nespresso, sur du café, sur de l'alimentaire, sur ce type de choses, les gens ont quand même besoin de visualiser. Donc on a toujours eu nos machines, chez nos partenaires machines, qui ont été présents depuis le début. Maintenant, le fait de s'installer dans une ville, ça réinstalle de la réassurance et surtout ça permet aux gens qui sont réfractaires au e-commerce, il y en a encore un petit peu, effectivement de vivre une autre expérience Nespresso, une autre expérience de marque. Donc en général, quand on s'installe dans une ville, assez facilement on double la pénétration sur la ville. Donc c'est aujourd'hui assez important pour nous de s'installer et ça fait partie de la stratégie de la marque aujourd'hui d'accélérer fortement sa présence retail. D'accord. Julia, vous, il y a 4 ans, quand vous êtes arrivée, ou plutôt depuis 4 ans, vous êtes là depuis 4 ans, je vais trouver la bonne formule. 4 ans plus tard, vous avez quadruplé le chiffre d'affaires et les équipes. Tout à fait. J'ai pas envie de vous demander comment vous avez fait, parce que ce serait compliqué à résumer, j'imagine, en 4 minutes. Mais par contre, est-ce que vous avez peut-être des erreurs ou des choses qui ont jonché ces 4 ans que vous auriez envie de partager pour que d'autres ne les reproduisent pas ? On peut peut-être parler un tout petit peu effectivement de comment est-ce qu'on a fait ça, parce que je pense qu'on a appris au fur et à mesure. Nous, dans le groupe, il y avait une expérience e-commerce depuis largement une vingtaine d'années, donc notamment aux États-Unis où c'était extrêmement développé. Par contre, c'est vrai qu'on était encore un petit peu dans le syndrome du e-commerce dans la cabane au fond du jardin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'expertise métier par métier. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai voulu
restructuré. En fait, il y avait juste un pôle essentiellement qui faisait tout en e-commerce. Donc, on a créé un vrai pôle brand site, parce qu'on administre une dizaine de brand sites, en allant chercher des expertises métiers, e-trade, merchandising, évidemment SIA, SEO, traffic manager, etc. Ce qui nous a permis d'aller chercher une assez jolie croissance. En parallèle, on a développé une stratégie à destination du e-retail, où là, typiquement, en fait, au lieu d'aller chercher une expertise digitale qu'on avait déjà bien, on a été chercher une expertise pure distributeur dans l'équipe qu'on appelle chez nous CAM, Key Account Manager, et qui nous permettait d'avoir cette culture, parce que je pense que le plus important dans l'accélération et la transformation digitale, c'est la culture. Donc on a continué ensuite comme ça avec ce qu'on appelle les Tripipi et les Pure Players, et en parallèle de ça, il y a une lame de fond sur la transformation digitale, dont vous êtes tous très familiers, dont on a tous beaucoup parlé, où là, la difficulté, effectivement, pour venir à votre question, ça a été de faire matcher des cultures extrêmement différentes pour générer un projet commun. Et c'est vrai que, moi je disais, je viens avec mes experts, on est dans une organisation matricielle au service des marques, un peu pour que l'Assemblée se rende compte comme une DRH, donc du coup on est relativement autonome. Et le fait de faire une séance de brainstorming de quels sont vos soucis, quelle est votre organisation, qui est votre consommatrice et comment est-ce qu'on peut construire ça dans une stratégie 1 de communication, 2 digital, 3 social media et médias, ça nous a permis de... Voilà. Par contre, c'est vrai que ça ne s'est pas fait simplement. Facilement. Il y a eu un certain nombre d'étapes. Et puis surtout, on a accompagné ça avec une transformation digitale au sein des marques en allant recruter des profils experts digitaux plus généralistes que dans mes équipes, mais néanmoins experts. Et ça a été un formidable accélérateur. Après, très franchement, l'organisation évolue tous les ans. Parce que justement le phénomène de maturité digitale dont Emmanuel Invert parlait bien dans l'étude tout à l'heure fait que forcément l'écosystème, c'est un peu la tectonique des plaques. Si on veut continuer à être compétitif sur le marché et évoluer, c'est indispensable. Anne, je vous ai vu opiner du chef sur l'importance de la culture digitale. Vous n'aviez pas forcément la culture digitale, elle n'était pas au cœur de la marque au départ, Club Med. Si. Alors moi, quand je suis arrivée il y a 4 ans, il y avait une prise de conscience très forte du comité de direction générale. Donc je dois avouer que là-dessus, j'ai eu un terrain de jeu extrêmement favorable et aidant. Quand on regarde dans l'historique, on faisait du e-commerce au Club Med déjà depuis 15 ans, mais c'est vrai que si on prend l'image, c'était probablement plutôt la cerise que le gâteau. Ce qui nous a amené à changer, c'est la constatation des parcours d'achat de nos clients. Alors là où c'est un petit peu différent de ce qu'on avait avant, c'est qu'on a un panier moyen. Pour le coup, on n'a pas de problème de niveau de panier moyen, et puis pas de livraison à faire, puisqu'on envoie le contrat de vente en PDF. Donc on n'avait pas cet enjeu-là. Mais à l'inverse, ça veut dire que faire cet achat-là, faire un achat où le prix par client va être 2 ou 3 000 euros, un prix de dossier, ça peut être selon le nombre qu'on a dans le dossier, 4 000, 10 000, 15 000 euros, c'est effectivement un achat auquel on réfléchit. Et je me rappelle, il y a quelques années, quand on disait les gens n'achèteront jamais des voitures sur Internet, d'ailleurs il n'y en a toujours pas beaucoup qui s'achètent sur Internet, mais là on a certains séjours de famille 3 générations qui sont le prix d'une belle voiture. Donc effectivement, culturellement, la prise de conscience digitale est arrivée dès 2015 et avec une impulsion très positive de notre actionnaire chinois, puisqu'on a Fosun qui était déjà au capital depuis 2010 mais qui est devenu majoritaire en 2015, et des discussions, et je le vois régulièrement avec Chairman Guo, le fondateur de Fosun, et Henri Giscard d'Estaing. Ils avaient ces échanges en disant mais le mobile est en train de tout chambouler. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec le point précédent sur la Chine, c'est-à-dire que moi je vais mettre sous perfusion en Chine 4 fois par an et j'y vois énormément de choses qui sont pour à la fois voir comment on peut aider la Chine à accélérer, mais qui nous servent pour l'ensemble des autres marchés parce qu'on a 1, 2 ou 3 ans d'avance selon les sujets. Donc ces éléments culturels ont fait qu'on avait le bagage. Après, sur la question du e-commerce, ça a vraiment changé d'ampleur pour nous du fait des parcours de nos clients. Donc on a passé 2 bonnes années à, mettre notre site à niveau, notamment par rapport au comportement mobile. Moi, je suis arrivée en octobre 2015, on disait l'année prochaine sera l'année du mobile. Alors pour ceux qui se rappellent, on dit ça depuis décembre 2011. Hein. Et en fait, c'est arrivé un peu plus vite que prévu au Club Med, puisque quelques mois après, en février 2016, on avait la majorité de notre trafic qui était mobile. Enfin, ça s'est retourné quand même d'un coup sec, plus vite encore en Chine, mais au niveau mondial, en février 2016, c'est quand même 1 an et demi avant que Google ait le même phénomène. Donc, dans nos achats, c'est devenu assez impactant. Et il faut avouer que notre site, à l'époque, avait plein de qualités, mais il n'était pas très prêt pour ça. Donc, on a beaucoup focalisé sur le fait de le rendre responsive, mobile first, de repenser toute notre rédaction de contenu, notre studio de production photo, etc.,
Et puis, il y a 2 ans, on a fait un bilan assez approfondi du parcours client omnicanal. Et c'est vraiment notre focus aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on s'est parlé hier, vous me disiez, mais quelle est votre cible de part d'achat sur Internet? Alors, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'enjeu. Quand on a mesuré le parcours omnicanal de nos clients, on a vu qu'un achat Club Med, ça prenait 3 mois. C'est-à-dire entre le premier contact qu'on voit, le premier appel, la première visite sur le site et le moment où on passe la commande, il y a 3 mois. Il y a à peu près 11 contacts, il y a 1h28 sur Internet, 29 minutes par téléphone. Et finalement, ce qu'on appelait pure online, dans nos stats, avant, on avait des choses qu'on appelait pure online, on a vu qu'en fait, pour la grande majorité des gens qui achetaient pure online, ils avaient passé un coup de fil. Donc c'était un faux pure online. Et puis à l'inverse, de la même façon et à peu près sur les mêmes proportions, les gens qui achètent par téléphone ou en agence sont, pour la très grande majorité d'entre eux, allés sur Internet. Donc finalement, notre e-commerce est au cœur de la démarche commerciale, mais c'est avant tout une démarche commerciale. Et pour finir, on rejoint Nespresso, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où le client achète, on n'a pas vocation à ce qu'il achète spécialement sur Internet, mais c'est être sûr que notre site Internet est le meilleur point de contact pour lui donner envie de continuer sa phase de planification de vacances. D'accord. Donc, c'est un point sur la culture. J'ai envie de me tourner vers vous, Laurent. C'était pas totalement la culture de BIC au départ? Non, c'est pas tout à fait la culture de BIC. Il y a une culture du B2B2C et une culture de la distribution via la grande distribution traditionnelle. Alors, le groupe a quand même annoncé 2 choses il y a à peu près 1 an. Il a dit il faut que nous contrôlions 20% de la data de nos consommateurs et il faut que nous réalisions 10% de nos ventes en e-business au global sur nos propres sites et évidemment massivement via nos principaux partenaires. Et le choix qui a été fait, c'était grâce finalement à cette opportunité de tester un nouveau marché avec, comme je vous le disais, ce marché du rasoir rechargeable et ce modèle que nous appliquons aujourd'hui à l'Europe, en France et en Grande-Bretagne. Eh bien, c'était créer dans l'entreprise une sorte de start-up relativement indépendante, c'est-à-dire que nous avons vraiment des moyens assez indépendants. Là, notre IT est indépendante, nous avons une direction financière indépendante, c'est une petite équipe, pour développer très rapidement et être agile. Donc c'est une approche, voilà, on crée quelque chose à côté qui nous permet de développer. Et puis la phase 2 du dispositif, maintenant, c'est d'utiliser les talents qui ont été recrutés et qui sont vraiment des talents e-business, maîtriser un CPA, maîtriser un churn, recruter, activer des leviers, optimiser des leviers, changer son merchandising, optimiser son basket, enfin des choses véritablement du e-retail et du e-business. Et puis ensuite, aller porter la bonne parole à travers le groupe. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, si vous êtes intéressés, nous avons un nouveau site qui a été ouvert il y a 1 mois, qui s'appelle bic.com en France. Vous pouvez acheter, donc, cette fois-ci, des produits de stationery. Donc, il n'y a rien à voir avec le rasoir. Et là, vous verrez une nouvelle approche qui se veut aussi différenciante. Alors, je ne vais pas révéler tout ce qu'on va faire avec ce site, mais un exemple aux États-Unis, où on a un autre site, on développe beaucoup tout ce qui a trait à la personnalisation des produits. Donc, des produits que vous pouvez personnaliser. Alors, aux États-Unis, c'est avec des briquets. Nous sommes l'un des grands leaders, enfin, le leader de briquets dans le monde. Et vous pouvez personnaliser votre briquet et mettre la photo du chien, si vous voulez, sur le briquet. Et très honnêtement, ça a un succès, mais absolument extraordinaire. Est-ce que, à un moment donné... C'est un peu différent du luxe, évidemment. Mais... Un tout petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'humain est le principal sujet dans le développement du e-commerce, l'identification des bons profils, justement, savoir s'entourer, savoir où chercher d'abord, savoir quoi chercher concrètement, arriver à faire communiquer les uns et les autres? Je laisse la réponse à d'autres. Mais c'est très compliqué et il y a de la pénurie. Nous, ça l'est doublement. Ça l'est sur l'aspect classique, qui est avoir les bons talents. On a, par exemple, sur le marché européen, internalisé toute une partie de l'agence média. Alors, main dans la main avec notre agence média, mais on est sur un 80-20, parce qu'on se rend compte que nos campagnes évoluent et sont optimisées à un tel rythme que le temps de parler à une agence est un temps de latence trop long. Et pour eux, avoir la connaissance de nos marchés, de l'évolution de nos offres, c'était également pas le plus productif. Donc on a des équipes médias internes qui sont assises à côté des équipes créatives. Donc recruter ces talents est un enjeu. Alors quand on est la marque Club Med en France, il y a un certain rayonnement, il y a des avantages qui font que. Quand on est à Singapour ou à Miami, on a des concurrents différents et une notoriété de marque différente. Donc c'est un enjeu. Et plus encore que les recruter, c'est les retenir. Parce qu'effectivement, c'est des profils qui n'ont pas forcément les mêmes envies de carrière. Une partie d'entre nous ont fait des carrières pendant 10 ou 15 ans ou encore dans la même entreprise.
Ce sont des profils qui vont se projeter à 1 an et demi, 2 ans, et ça nous chamboule un petit peu. Et les programmes classiques qu'on a en RH chez nous, type Géoclé, etc., sont pas faits pour. Donc on les anime. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils cherchent du sens dans ce qu'ils font, et puis de l'amélioration permanente avec leurs pairs. Donc quand on arrive à créer un effet d'entraînement, on peut les garder. Et la deuxième partie de réponse à votre question, nous, en tout cas pour le Club Med, effectivement, on est passé de 2 ans où le focus était responsive, 2 ans omnicanal. Et le gros chantier qu'on ouvre aujourd'hui, c'est l'humain, mais pas dans les spécialistes e-commerce, c'est l'humain, nos vendeurs. En fait, la montée en puissance du e-commerce a complètement changé les attentes des clients par rapport aux vendeurs. Alors moi, je me rappelle, à l'époque Full Six, c'était Renault qui nous racontait que leur concessionnaire était tout chamboulé, parce que quand les gens allaient en concession, ils connaissaient mieux les infos sur la voiture que le vendeur. Ils demandaient la taille du coffre en diagonale dans le break, parce que le reste, il avait déjà vu sur Internet. Alors nous, ça a mis un peu plus de temps, mais effectivement, quand nos clients appellent nos lignes, ou quand ils vont dans une agence, et on a transformé nos agences, on est en train de les transformer pour en faire des boutiques appartements qui sont des lieux de vie, des lieux de réception. L'attente vis-à-vis du conseiller est extrêmement importante. Et donc pour nous, tout l'enjeu, en plus de faire des bons sites, mais autour du e-commerce, c'est comment on donne les outils, on donne les formations et les informations à nos équipes pour offrir cette valeur ajoutée sur laquelle les attentes ont beaucoup augmenté. Julia ? Bon, il y a beaucoup de choses, on est tout à fait évidemment bien d'accord avec toi. Je pense qu'on a beaucoup parlé de faire venir des talents et de les garder chez nous, qui effectivement est un vrai challenge, et effectivement leur donner du sens, complètement d'accord avec ça. Après, effectivement, le matching avec l'organisation un petit peu plus traditionnelle et construire des team players qui fonctionnent, ça c'est un deuxième challenge sur lequel effectivement il faut beaucoup d'humains. Le troisième aussi, c'est justement dans cette acculturation progressive, c'est d'onboarder l'ensemble des BAs, des make-up artistes dans des boutiques comme MAC, etc., pour que le digital, tout le monde le regarde. Parce que moi, pendant des années, tout le monde en parlait, personne n'y allait. Aujourd'hui, il y a effectivement nos make-up artistes, il y en a beaucoup qui sont des influenceurs eux-mêmes, on les forme, on développe cette dimension-là. Et c'est là où on voit qu'effectivement c'est de l'humain, mais c'est que le pivot digital est devenu complètement central et qu'en fait tout le business model se redessine autour de ça. Voilà. Après, l'humain c'est formidable, mais si la tech ne fonctionne pas, il va y avoir des limites aussi. Et sur l'ensemble des marques que vous chapeautez, est-ce qu'il y a une marque qui est pour vous un peu le cas d'école, le pilote de ce qu'il convient de faire en e-commerce ? Alors MAC est effectivement un très bon terrain de jeu, puisqu'on maîtrise une bonne partie de notre distribution aujourd'hui, et donc effectivement dans notre stratégie qui est globalement, parce que donc on est corporate, c'est de devenir de brand-centric à customer-centric. MAC représente un super acteur sur lequel on l'utilise en pays pilote sur beaucoup de choses. Typiquement en omnichannel, on a fait un projet avec Google où on était capable de détecter par rapport à des mots-clés qui soient recherchés sur Google, ceux qui allaient convertir en magasin et versus ceux qui convertissaient online. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était pas les mêmes mots-clés qui convertissaient en magasin que qui convertissaient en e-commerce. Et donc ça a fait les affaires de Google, évidemment. Mais nous aussi, ça nous a permis d'être plus pertinents là-dessus et de pas être trop auto-centré sur une dimension e-commerce. Mais c'est vrai que cette approche customer-centrique prend du temps, et c'est vrai aussi que par rapport à des pure players ou la liste des acteurs que vous montriez, quand vous avez des infrastructures qui existent depuis, on va dire, un certain nombre d'années, et qu'un jour on décide qu'on fait du omnichannel et qu'un jour on veut que tout le monde se parle, c'est vraiment très douloureux. C'est-à-dire que les projets omnichannel, pour arrêter d'être dans la gestion de projet depuis 20 ans, c'est vraiment les projets les plus complexes. A fortiori, mon rôle est France, et donc quand il y a une holding américaine, une direction régionale, etc. Et ce sont des gros projets, des gros investissements. Jérémy, vous, donc, c'est un sujet que vous maîtrisez, connaissez depuis longtemps maintenant. Quel regard vous portez sur les marques qui se lancent aujourd'hui sur le e-commerce, et sûrement avec des méthodes qui sont assez différentes des vôtres ? Alors aujourd'hui, je vois que c'est beaucoup de défis, et c'est à la fois un énorme challenge. Mais même pour nous qui sommes sur le e-commerce depuis longtemps, finalement, on a pris, et la marque, même si les équipes, et je rejoins tout ce qu'on a dit sur il faut faire évoluer les équipes et les idées en interne, c'est qu'effectivement, ça nous a mis une certaine tranquillité. Et effectivement, le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de marques, de plus en plus de distributeurs qui se lancent aujourd'hui sur l'e-commerce, ça nous a permis aussi de mettre aussi un petit coup de pied dans la fourmilière, nous en interne, et d'avoir justement une nouvelle dynamique. Parce que pendant des années, le e-commerce chez nous a marché presque tout seul.
Les premières années, en vrai, je gérais pas grand-chose au niveau du site. Je m'amusais à faire un peu d'INO et à faire pas mal de choses, mais je faisais pas grand-chose. Et le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs aujourd'hui qui arrivent dans l'e-commerce, ça nous permet de nous challenger parce qu'il y a des vraies attentes là-dessus. Et donc pour nous, c'est un super moteur aussi pour continuer d'avancer. Et je trouve ça hyper intéressant. En plus, le défi de se dire aujourd'hui, et on le voit avec BIC, avec les rasoirs, les défis de chacun de se dire, voilà, j'ai un produit qui à la base ne semble pas être fait pour le e-commerce, et comment justement aujourd'hui je propose quelque chose, une expérience client, une information, un produit, finalement, je peux tout vendre sur le e-commerce. Simplement, il faut trouver le moyen de le faire, et on a tous beaucoup d'idées pour le faire. C'est plutôt intéressant. Vous restez très droit dans vos bottes par rapport au contrôle de la distribution. C'est une ligne qui ne bougera pas. C'est une ligne qui n'a jamais bougé et qui n'est, à ma connaissance, pas près de bouger. En dehors du fait que depuis toujours, en fait, on a toujours voulu gérer notre chaîne de valeur de bout en bout. On a des agronomes sur le terrain qui accompagnent les fermiers dans les plantations, dans la récolte, dans la torréfaction du café, dans la préparation, jusqu'à la vente au téléphone, dans nos boutiques et jusqu'à la livraison. Et après, il y a autre chose qui nous permet de dire qu'on a raison, et on en a parlé tout à l'heure avec L'Oréal, on en a parlé avec d'autres, c'est la connaissance du client. Parce qu'effectivement, chacun de nos produits, chacune de nos capsules, aujourd'hui, on est 1300 en France, et on a 900 personnes qui sont en contact quotidien de nos clients, en boutique, au téléphone, sur Internet maintenant avec les outils de relations clients online. Donc c'est vrai qu'on a cette connaissance client, cette data, et surtout cette remontée terrain qui est quotidienne. Tous les jours, on reçoit effectivement mes équipes, enfin toutes les équipes qui travaillent sur différents sujets, les remontées terrain, les avis des clients, leur type d'achat, la mixité produit, le panier moyen, ce qui nous permet de réagir aussi extrêmement vite. Donc c'est plus pour ne pas perdre la connaissance client que par peur d'abîmer la marque? Alors, il y a toujours la peur d'abîmer la marque, parce que Nespresso s'est construit sur ce côté extrêmement premium, cette expérience client, cette expérience produit, cette expertise qu'on est capable de délivrer. On a maintenant une accélération aussi autour d'éditions limitées de produits, effectivement, et on est persuadé que ce n'est qu'à travers nos formations, l'accompagnement qu'on va proposer à nos équipes en interne qui vont pouvoir justement avoir cet échange extrêmement qualitatif et agréable avec nos clients au quotidien. Et oui, c'est forcément cette connaissance client. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit dans un supermarché, les marques qui sont dans le caddie ne savent pas que vous avez acheté leur produit. Aujourd'hui, nous, on a cette maîtrise-là et cette communication-là, et ce qui permet d'adresser des communications qui sont plus pertinentes et qui correspondent aux besoins. D'accord. Laurent, à l'inverse, vous avez donc choisi de développer ce canal. Les distributeurs avec lesquels vous travaillez voient ça de quel œil ? Nous, notre offre, notre slogan, c'est d'être différent. Il est très clair que nous devons évidemment préserver nos réseaux de distribution qui vont continuer dans les prochaines années à représenter une part, mais plus que majoritaire, enfin 95%. Le retail physique, on verra, mais bon, peut-être 85%, et puis le online prendra probablement 15% des parts, et nos propres activités, il est difficile de le savoir, mais elles resteront très, très petites. Donc, notre sujet, il n'est absolument pas d'être en compétition avec nos retailers. Le sujet, il est de tester des nouveaux produits. Il est également d'avoir des insights importants de la part de nos consommateurs. Nous avons un grand projet CRM que nous allons lancer, mais qui est un autre sujet. Peut-être, c'est aussi pénétrer des nouveaux marchés. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du rasoir rechargeable. Nous n'étions pas présents sur le rasoir rechargeable. Donc, c'est aussi un moyen de pénétrer un marché. Et puis, nous verrons comment sera l'avenir. Voilà. Peut-être que demain, ce rasoir sera distribué en e-retail. Nous avons lancé hier une marque aux États-Unis qui s'appelle Made for You, qui est une marque de rasoir rechargeable et qui sera commercialisée sur Amazon et qui ne sera pas commercialisée en direct parce que nous avons analysé la situation du marché américain, qui est un marché, on va dire, déjà relativement encombré sur une proposition club abonnement, et donc nous sommes avec cette nouvelle offre. Voilà, nous allons nous adapter en fonction des marchés, mais pour répondre à votre question, je pense que nous, notre approche est être différent, avoir une offre différente sur Internet, c'est le premier élément, mieux connaître nos consommateurs avec un programme CRM plus large. Et par exemple, si on va sur la partie écriture, donc les instruments d'écriture, où nous avons des parts de marché très très importantes en fonction des pays, la réponse va être, encore une fois, être différent. Comment être différent? Éventuellement la personnalisation. Comment être différent? Aller plus vers de l'éducation que du marché, que sur l'écriture en tant que telle, sur le produit d'écriture. Tout simplement parce que nous devons être différents. Puis il y a une problématique quand même claire, qui est la problématique du panier moyen. Voilà, on dit toujours en vente à distance, en dessous de 20-25 euros, on a quand même un vrai problème pour avoir une rentabilité. Julia,
j'ai envie de vous demander la même chose, parce que pour le coup, vous, ce n'est pas une offre différente qu'on retrouve sur les sites de e-commerce ou chez les distributeurs avec lesquels vous travaillez. Est-ce que le développement de votre activité a créé des tensions avec vos réseaux de distribution classiques, habituels? Moi, je dirais qu'il y a plutôt des tensions en arrivant, qui sont des tensions historiques, traditionnelles qu'on connaît tous. Le job, ça a été plutôt de construire des complémentarités des complémentarités en e-commerce multicanal entre nos clients et amis Sephora ou etc. versus ceux qui achètent en brand site, et effectivement avec tous les circuits brick and mortar. On avait notamment un souci en arrivant, c'est qu'il n'y avait pas de synergie entre les offres e-commerce et les offres boutiques, si on se réfère à Mac, typiquement. Donc évidemment, là, ça grinçait. Enfin, ça me semble hyper légitime. Ouais. Le job, ça a été de faire évoluer ça d'une façon intelligente, avec parfois des petits contours techniques de « Ah oui, mais c'est pas possible d'avoir la même promo en e-commerce et en boutique, c'est pas le même système ». Et ben, on va y arriver. Et on y est arrivé. Donc actuellement, vous avez la parfaite maîtrise de votre politique de pricing Alors, évidemment, pas en distribution sélective, parce que, voilà, ce sont nos clients. Évidemment que non. En revanche, là, on peut effectivement travailler sur une vraie complémentarité. Moi, ce que j'aime dire, c'est que nos marques sont sublimes. Ce qu'il faut, c'est une approche servicielle. Ce qu'il faut, c'est que ce soit en point de vente sur son mobile à 23h30, quand les matchs de l'équipe de France de foot sont un peu longs, on ait cette possibilité d'acheter nos marques quand ils veulent, comme ils veulent, et qu'ils soient contents que ce soit une bonne expérience. Je pense que le plus important, c'est quand même le client dans tout ça, profondément. Et ensuite, quand on maîtrise notre distribution, évidemment, travailler sur une complémentarité intelligente, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir de temps en temps des offres exclues e-commerce ou des offres exclues brick and mortar. Nous, on est très admiratifs de ce que fait un Nespresso. Enfin, il faut arrêter de construire des batailles qui n'existent pas. C'est-à-dire, il y a une dimension expérientielle quand on va dans une boutique et tout le monde est en train de se défoncer pour que ça soit expérientiel et pas juste purement fonctionnel, qu'on n'aura jamais sur un site e-commerce. Je me rappelle des clients qui nous disaient, c'était les briefs qu'on avait en agence il y a 8-9 ans. Je ne citerai pas les marques cosmétiques luxe. Qui me disaient, est-ce que vous pouvez nous faire une refonte du site? Il faudrait réenchanter le tunnel d'achat. Et je me rappelle, c'est hyper perplexe. En disant, alors voilà, c'est un booking engine. Et on va pouvoir faire des miracles. Anne, comment est-ce que vous avez réenchanté le tunnel d'achat Club Med sur Internet pour pouvoir permettre à vos clients de retrouver l'expérience incroyable que vous proposez? En n'essayant pas de le réenchanter, justement. On ne blaguait pas, mais c'était des choses qui nous faisaient vraiment... On restait au moment du brief. Alors, il faut que je me différencie. Il faut qu'immédiatement, dans le tunnel d'achat, on sente que c'est la marque X. Et chaque fois, on était là en se disant, bon, alors c'est pas gagné. En fait, quand je suis arrivée au club, on a défini avec le comité de direction générale une stratégie, c'est très très simple, hein. C'était de choisir nos batailles et d'être sur quelques sujets sélectionnés pionniers, ce qui est dans l'ADN du Club Med, et tout le reste, on a appelé ça Smart Adopter. Et sur tout le reste, on s'est dit, l'objectif, c'est de respirer le même air que nos clients, de coller à leurs usages, de prendre des solutions techno quand elles sont mûres et pas forcément en essayant de défricher les premiers. Et donc, sur le e-commerce, c'est l'huile de coude. Enfin, on s'est relevé les manches, on mesure, on est collé à Gap, on est collé à Content Square, et puis on améliore pas à pas, élément par élément, en identifiant les sujets de fond. On a fait il y a 1 an et demi un investissement de fond sur toute l'infoproduit. Alors c'est tout bête, hein, mais c'est le texte qui décrit tout ce qu'on peut faire dans un village, la journée au mini-club, le catamaran. Alors c'est des choses pas très glamour, mais en fait c'est ce qui fait des différences énormes sur le taux de conversion. En revoyant la façon dans laquelle notre studio créa fait toutes les photos, les vidéos des resorts. Mais sur le e-commerce, voilà un bon site e-commerce, comme nous, c'est un produit qu'on vend en direct là-dessus, c'est de l'huile de coude et puis résoudre des paradoxes. Et on a dans nos casse-têtes, mais je pense que c'est le cas pour toute une partie d'entre vous, il y a résoudre le fait que les attentes clients sont de plus en plus vers de l'immersif, donc du très visuel, vidéo 360, et puis en même temps, dans le même temps, des pages qui sont de plus en plus rapides. Et alors ça, c'est un sacré casse-tête. Donc on a l'an dernier réussi à réduire notre loading time par 2 sur les pages majeures du site, mais donc dans le même temps être plus expérientiel et 2 fois plus rapide, c'est quasiment une équation impossible au départ, mais on s'y attelle. Et le deuxième élément, c'est effectivement d'avoir une information la plus complète possible, tout en étant mobile first. Donc l'écran beaucoup plus petit que celui du desktop. Et ça conditionne aujourd'hui la façon dont on rédige notre infoproduit, mais même si on pense à une innovation produit, si on pense à des nouvelles activités qu'on va avoir en village, des activités qui n'ont rien de digital, on pense aussi à la façon dont elles vont être vendables. Et on les pense avant tout pour un écran de mobile. Et mobile first, vous avez presque le problème inverse que celui de Laurent, c'est-à-dire que vos paniers sont tellement élevés que c'est compliqué à transformer d'un seul coup de clic quand les matchs de l'équipe de France sont trop longs, ce qui n'arrive jamais. C'est le bon moment pour choisir ses vacances, mais on a
Je regardais sur le trafic, vous me posiez la question hier, on est à 65% au niveau monde de notre trafic qui est sur mobile, et on a 20% de nos ventes sur mobile. Donc effectivement, ce qu'on constate, et c'est quand on parle à nos clients, alors nous on a la chance de les voir très souvent en village quand on va faire des réunions, donc on est en contact avec eux par les données, comme on a une majorité de ventes directes, les stats, les outils data, et puis beaucoup d'échanges au quotidien avec eux. Il y a un temps inouï qui est passé à préparer, à rêver de ses vacances et les planifier sur un mobile, et au moment de l'achat, surtout dans les marchés européens et américains, l'achat se fait majoritairement sur desktop. C'est néanmoins un peu différent en Asie, quand on arrive en Chine, on est plutôt à un tiers de nos ventes sur mobile, et quand on est en période Double 11, on monte à 90%. Donc on voit que le chemin est possible et il faut qu'on soit, j'allais dire, ce qu'on appelle respirer le même air que nos clients. Nous, ce qui compte, c'est d'être au rendez-vous de leurs usages au moment où leur usage évolue. Il nous reste 6 minutes. Je vais vous proposer un rapide tour de table avant peut-être de prendre une ou deux questions de l'Assemblée. Si vous aviez un conseil à donner aux marques qui aujourd'hui se lancent dans l'aventure du e-commerce, est-ce que ce serait très clair dans votre esprit ? Est-ce que ce serait très clair dans mon esprit? Oui, ça serait assez clair dans mon esprit. Donc déjà, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'il y a un objectif de rentabilité qui, quand même, on est dans un modèle capitaliste, la rentabilité est quand même quelque chose qui fait vivre nos entreprises. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut un modèle de rentabilité. Après, ce modèle de rentabilité peut être calculé de diverses manières. Est-ce que c'est une augmentation de la notoriété? Est-ce que ça va favoriser mon drive to store? Est-ce que je vais vendre en direct? Donc je vais définir précisément quels sont les KPIs de ces activités. Après, si on décide de se vendre en e-business, il y a quand même la problématique, alors je parle pour BIC, une marque de mass market, qui est de préserver ses canaux de distribution, je ne vais pas le répéter. Et deuxièmement, il y a le sujet du panier moyen. Pardon de le répéter à l'infini, mais c'est un vrai sujet. Si on n'est pas capable d'avoir des paniers moyens ou de trouver un modèle qui équilibre les paniers moyens, on a un problème. Et puis je dirais le dernier point, et c'est ce que tu disais, Julia, c'est le sujet de tout ce qui est derrière le capot que beaucoup de gens ont tendance à un peu oublier, et en particulier les sujets logistiques. Les sujets logistiques sont des sujets stratégiques qui peuvent vraiment détruire une expérience client, qui sont du poil à gratter pour un consommateur, et c'est des sujets qu'il faut parfaitement maîtriser et qui sont absolument pas anecdotiques et qui posent énormément de problèmes, surtout lorsque vous êtes internationaux et que vous voulez garantir des délais relativement courts de livraison. Et ce sujet-là, il est très important. Et alors les entreprises dans lesquelles je suis, qui est une grande entreprise évidemment du mass, CPG, évidemment, on a des volumes de livraison qui sont absolument monstrueux, et donc c'est une révolution pour les gens de la logistique. Alors dans notre cas, nous avons eu la chance de pouvoir le gérer par nous-mêmes initialement et de l'externaliser en partie. Jérémy. Nous, ce qui nous a permis d'accélérer très vite et d'être là où on est aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dès le départ, on a eu une base de données commune sur l'ensemble des canaux de vente. Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus minorer cette importance-là, parce que quand vous ouvrez un site e-commerce, si vous avez un réseau physique avec des clients encartés ou en basé de quelque manière, il faut automatiquement et très rapidement que ce soit le cas sur le site e-commerce, parce qu'un client pas reconnu, pas accompagné, alors qu'il est déjà client fidèle de la marque ou pas, c'est aujourd'hui très compliqué. Et après, pareil, c'est tout ce qui se passe derrière aussi, c'est le service client. Aujourd'hui, un site e-commerce a besoin d'un service client qui soit costaud, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout ce qui est messaging et autres, pour gérer tous les problèmes de livraison, les problèmes de qualité produit s'il y en a. Ça, c'est aussi très important. Donc c'est effectivement toute la partie base de données unique, transverse, omnicanal pour le coup, et tout ce qui est service client et accompagnement. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi majeur. Crucial. En dehors de tout ce qui est effectivement KPI, objectif et autres, mais c'est aussi très important. Julia. Au-delà de tout ce qui a été dit, je pense qu'il faut surtout penser le e-commerce comme un des éléments parmi d'autres. Donc, quelle est la place du e-commerce, quel est le rôle de l'un par rapport aux différents canaux. La deuxième chose, je pense que ça c'est ma casquette brand, mais c'est qu'avant tout, il faut vérifier quelle est la notoriété et la désirabilité de la marque, parce que c'est pour lancer un site de e-commerce avec une notoriété de 0,2% et pas de moyens, il y aura rarement des miracles. Et puis le dernier point, je pense qui est le plus important, c'est, moi je suis très admirative des modèles DNVB, dont je crois qu'on va parler tout à l'heure. Et donc je pense que c'est bien de lancer le e-commerce, mais il faut maîtriser tout. Il faut maîtriser le e-commerce, la com, l'influence, le social media qui sont extrêmement forts là-dedans. Donc s'il y en a du média aussi, et évidemment du on et du off là-dessus. C'est-à-dire, je pense que partir bien en tête avec son drapeau sur le e-commerce aujourd'hui tout seul, ça ne veut plus rien dire. Anne. Alors ça va être compliqué de rajouter des choses, donc je vais en renforcer deux. Je pense que si c'est il y a une différence effectivement entre les marques qui ont déjà de la distribution et qui se lancent sur le e-commerce avec une distribution physique et celle qui était uniquement fabricante. S'il y avait déjà une distribution, je te rejoins complètement sur le fait que ça doit être pensé de façon intégrée avec le reste, parce qu'il faut mieux pas y aller qu'y aller de façon silotée pour le client. Et si c'est une marque qui n'a aucune distribution, aucun client direct, effectivement, je pense que ça touche un très bon point sur le fait de dire pourquoi faire.
Parce que pourquoi faire amènera à définir les bons moyens et de façon réaliste. Et donc après, s'il y avait un petit point à ajouter, c'est d'être curieux en regardant vers l'Asie et vers la Chine, parce qu'il y a plein de bonnes idées à leur prendre. Alors le marché ne fait pas la même taille, donc il y a des choses qui peuvent marcher là-bas et pas chez nous, mais en tout cas, ça amène à se dire que rien n'est impossible, ou en tout cas à faire tomber les idées reçues. Et l'exemple était pris par L'Oréal tout à l'heure. Il y a des marques qui disaient mais ça c'est pas possible, et quand on voit que ça peut arriver en Chine, on s'y lance, on se dit que les proportions sont possibles, et donc ça amène à ouvrir le champ des possibilités et à voir les choses de façon alternative. Merci beaucoup. J'oubliais que les questions étaient réservées à votre after conférence ce soir. Je vais continuer en silo, du coup, avec un mot par chacun d'entre vous. Les enjeux du e-commerce 2019, s'il y avait un enjeu pour l'année à venir pour chacun d'entre vous. L'humain. Merci. On dirait un jeu télévisé. Tu en as beaucoup parlé, mais nous, on est vraiment pas mal sur le mobile first, sur lequel c'est dur. Et puis, j'ajouterais effectivement la stratégie data aussi, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait 2 points, mais je pense que ce sont les 2 points les plus importants. 2 mots aussi, personnalisation et tous les outils de messaging. Je pense qu'aussi c'est le futur du e-commerce en grande partie sur pas mal de choses. Donc, beaucoup de choses à faire dessus. Moi, je vais avoir une réponse paradoxale, je vais dire le produit. C'est-à-dire qu'on l'oublie quand même un peu, mais si on veut, encore une fois, notre problématique est une problématique d'être différenciante. Et donc, on va parler probablement tout à l'heure de ces nouvelles digital native brands, mais en fait, elles sont digital native brands, mais souvent, elles ont un produit différent qui est vendu par un canal de distribution qui se trouve être Internet. Et je dirais c'est un travail sur le produit pour proposer une nouvelle offre, une nouvelle proposition de valeur aux consommateurs sur Internet, au-delà même du canal. Merci beaucoup à tous les 4. Rendez-vous pour les enjeux du e-commerce 2020 pour voir un petit peu quel sera l'objectif.